Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, 8h à Yaoundé au Cameroun. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité et les titres. C'est une réponse concrète à une préoccupation essentielle. L'État apporte à manger à plus d'1 million de Maliens en insécurité alimentaire. Le président de la transition lance un nouveau plan dans ce sens. La France reconnaît sa responsabilité dans la guerre au Cameroun durant la période coloniale. Un comité franco-camerounais devrait voir le jour pour assurer la continuité de la recherche historique sur cette période. Les États-Unis proposent un plan de cessez-le-feu global au Soudan et de l'acheminement de l'aide humanitaire. L'émissaire américain pour l'Afrique rencontre en Suisse le président de la transition du Soudan. De simples disputes des enfants, l'ère du voisinage devient parfois irrespirable. Chaque parent a tendance à croire à la version de son enfant, créant ainsi des malentendus entre adultes. Quand l'enfant nous met dos à dos, c'est le titre du grand format de cette édition. Le Mali débute l'Afro-Basket senior masculin par une défaite. L'équipe nationale a été battue hier par l'Égypte 74-59 sur le vieux continent. La Supercoupe d'Europe oppose ce soir le Paris Saint-Germain à Tottenham en Italie. Autrefois sève nourricière, le fleuve Niger est-il en passe de devenir une source de pollution? La chronique de l'environnement de ce mercredi lance un cri d'alerte pour sauver cet autre pas de notre patrimoine. Les explications d'Agib Koulibaly en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Plus de 12 milliards de francs CFA pour apporter une assistance alimentaire à plus d'1 million de Maliens en insécurité alimentaire. C'est l'objectif du nouveau plan national de riposte à l'insécurité alimentaire lancé hier à Bamako par le président de la transition. Le plan couvre Dioïla, Nara, Kita et Bamako. Les gouverneurs des 4 régions ont reçu des mains du chef de l'État leur décision de dotation. C'était sous l'œil de notre reporter Sira Bachili. L'alarme de détresse s'est éteinte par le président de la transition pour la période de soudure. Le général d'armée Assimi Goïta met ainsi en marche la machine de solidarité au compte du Mali pour venir en aide aux nécessiteux. Un plan national de réponse 2025 à l'insécurité alimentaire lancé pour la 5e fois avec l'acheminement de vivres aux couches vulnérables. 4 gouverneurs reçoivent des mains du chef de l'État des décisions de dotation pour les régions de Kita, Nara, Dioïla et le district de Bamako. Une réponse après un constat du commissariat à la sécurité alimentaire. L'équipe a identifié plus d'1 470 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë. L'État agit donc et débourse 12,74 milliards de francs CFA pour des interventions précises. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Ce financement permettra entre autres de fournir une assistance alimentaire gratuite composée de 22 700 tonnes de céréales et 300 tonnes d'aliments poissons, de mettre en œuvre des opérations de facilité alimentaire sous forme de kits alimentaires vendus à moitié prix en faveur de 16 000 ménages vulnérables identifiés dans les différentes communes du district de Bamako et dans d'autres centres urbains à l'intérieur du pays. Aux efforts de l'État se greffent ceux des partenaires pour faire face aux défis relatifs à la sécurité alimentaire. Un appui de 10 000 tonnes de vivres pour 685 000 nouveaux bénéficiaires par le Programme alimentaire mondial. Le PAM compte maintenir la dynamique dans le cadre de l'aide aux initiatives d'assistance des populations par l'État du Mali. Giancarlo Siri, représentant et directeur pays du Programme alimentaire mondial. Le PAM, aux côtés du gouvernement et des partenaires, restera pleinement engagé pour distribuer des vivres ou des coupons alimentaires, fournir un soutien nutritionnel aux enfants et femmes enceintes ou allaitantes, renforcer les moyens d'existence pour faire face au choc. Ensemble, nous pouvons progresser vers la souveraineté alimentaire et améliorer durablement les conditions de vie des populations maliennes. Pour le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avec la conjoncture actuelle, la situation sécuritaire et les changements climatiques, il faut s'adapter et assister les populations sans attendre que les urgences rattrapent. L'une des stratégies étatiques est donc le plan de réponse nationale à l'insécurité alimentaire. Une vaste opération qui s'exécute en 3 volets. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Le premier volet, c'est la distribution gratuite, environ 22 000 tonnes de céréales de façon gratuite. Il y aura aussi un second volet qui consiste à mettre en vente environ 11 500 tonnes
de risques subventionnés dans un système d'intervention économique. Le troisième volet, qui est le volet résilience, consiste à soutenir nos pisciculteurs, l'aménagement des périmètres maraîchers et surtout la restauration des terres dégradées. La souveraineté pleine est d'abord alimentaire, une conviction et une vision présidentielle mise en œuvre à travers le plan de réponse nationale à l'insécurité alimentaire. Ce plan national de réponse à l'insécurité alimentaire est conforme à la vision de souveraineté alimentaire de la transition et qui vise à garantir l'accès équitable à une alimentation suffisante et saine. Et nous sommes très conscients des défis que notre pays traverse, notamment les aléas climatiques, les crises internationales et surtout les problèmes de sécurité dans certaines localités. Et ces facteurs exogènes affectent lourdement nos populations, raison pour laquelle les autorités de la transition ont placé au cœur de leur priorité la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos concitoyens. Je voudrais aussi remercier nos partenaires techniques et financiers et qui ont su garder à l'égard de notre pays leur confiance et leur appui. La sécurité alimentaire et nutritionnelle qui impose des exigences comme les réformes dans la gestion et l'acheminement des dons. À propos, le commissariat à la sécurité alimentaire qui déniche les bénéficiaires communique sur les réformes engagées relatives à un ciblage précis des bénéficiaires, une meilleure gestion des stocks nationaux, le renforcement du suivi, évaluation et de redevabilité, des impératifs pour la réussite de l'opération. Oui, une autre opération en cours, c'est celle de l'appropriation de la vision Malikura 2060. Elle a été expliquée hier aux membres du gouvernement au cours d'un conseiller de cabinet à la primature. Une vision en 4 phases et s'articule autour de 11 projets structurants, dont celui relatif à l'agriculture. Il s'agit par exemple d'aménager beaucoup d'hectares dans la zone office du Niger. Les ministres se sont également appropriés la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. On en parle avec Mamari Kone. Une semaine après leur présentation au président de la transition à Koulouba, les documents de la vision, Malikura Nyetasira Kabesan, Bafla Anibioroni Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 sont présentés aux membres du gouvernement lors du conseil des cabinets. C'est pour une meilleure compréhension des ministres qui sont chargés de décliner les objectifs de la vision dans les politiques, programmes et projets sectoriels de leurs départements respectifs. Alucénou Sanou, ministre de l'économie et des finances. Cette vision, c'est la mise en œuvre d'une des recommandations des assises où on disait qu'il faut que le Mali atteigne un taux de croissance de 10% à l'horizon 2033. Donc c'est ainsi que la vision a été d'assurer non seulement ce taux de croissance, mais également de pouvoir assurer la souveraineté en matière de sécurité, la souveraineté en matière alimentaire, la souveraineté en matière énergétique, la souveraineté en matière pharmaceutique et sanitaire et la souveraineté en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision, 11 projets structurants, intégrateurs et fédérateurs ont été identifiés comme leviers essentiels pour la transformation durable de notre économie, le renforcement de la cohésion nationale et l'amélioration significative du bien-être des citoyens. Ces projets concernent tous les secteurs du développement. On peut citer entre autres Yelenkoura ou éclairer le Mali, industrialiser le Mali ou encore Farafina Djiguiné, nourrir le Mali et la sous-région. On en a 11 projets structurants. Lorsqu'on va finir de valider les termes de référence avec l'ensemble des ministres, il s'agira pour nous maintenant de faire les études, toutes les études nécessaires pour avoir les sous-composantes, toutes les composantes, et déterminer les coûts, et les délais, les critères de performance, toute l'organisation qu'il faut, toute la synergie d'action qui est nécessaire. Quand vous prenez par exemple le projet numéro 1, qui concerne le projet de l'agriculture. Il s'agit par exemple de développer les 8 agropoles. Si nous prenons l'agropole de Ségou par exemple, il s'agit de développer les infrastructures dans la zone office. Donc faire beaucoup d'aménagements, installer des industries de transformation. Le Premier ministre chef du gouvernement a salué la qualité du document et le travail effectué par le ministère de l'économie et des finances avant de réaffirmer son accompagnement et son soutien dans la mise en œuvre de cette vision. Pour une mise en œuvre de la vision, un comité présidentiel du développement placé sous l'autorité directe du chef de l'État sera chargé du suivi stratégique du processus ainsi que d'un comité technique logé au ministère de l'économie et des finances. Ce dernier assurera le suivi opérationnel et l'évaluation des projets. Dans le cadre de la dissémination de la vision, le ministre de l'économie et des finances entend rencontrer dans les jours à venir l'ensemble des institutions de la République, les autorités indépendantes et la société civile. Hors
du Mali. Au Bénin, le premier tour de la présidentielle aura lieu le 12 avril 2026 et le second tour le 10 mai. La Commission électorale nationale autonome a publié lundi le calendrier des élections de 2026. Des élections qui marquent la fin des 2 mandats de l'actuel président Patrice Talon autorisés par la Constitution. Du Bénin, rendons-nous au Tchad où le vice-président du Parti des transformateurs a annoncé hier sa démission. Sitak Yombatina explique vouloir se consacrer à ses activités de recherche, d'enseignement et de consultance. Je continuerai à défendre les droits humains et libertés fondamentales, a-t-il écrit sur son compte Facebook. Sur la même plateforme, le parti dit prendre acte de cette décision et remercie le désormais vice-président pour sa précieuse contribution à la lutte. Son départ intervient dans la foulée de la condamnation du leader du parti, Succès Masra, à 20 ans de prison. Pendant ce temps, Madagascar accueille le 45e sommet ordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le Conseil des ministres s'est ouvert hier sur un mot d'ordre commun, renforcer la libre circulation des biens et services, ainsi que les échanges commerciaux entre les 16 États membres afin de rendre la région plus autonome. L'augmentation des tarifs douaniers et la baisse des aides étrangères perturbent les flux commerciaux et les investissements. Un constat fait à l'ouverture des travaux. Pas de sommet au Cameroun, mais une reconnaissance officielle du rôle de la France dans la guerre contre les mouvements insurrectionnels avant et après l'indépendance de 1960. Dans un courrier à son homologue camerounais Paul Biya rendu public hier, le président Emmanuel Macron estime que les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple au Cameroun. Un comité franco-camerounais devrait voir le jour pour assurer la continuité de la recherche historique sur la période coloniale. En revanche, aucune forme de réparation politique ou judiciaire n'est prévue pour le moment. Au même moment, le président de la transition du Soudan et l'émissaire américain pour l'Afrique se rencontrent en Suisse. Le général Abdel Fattah al-Bourhan et Massad Boulos ont discuté d'une proposition des États-Unis pour un cessez-le-feu global au Soudan et l'acheminement de l'aide humanitaire selon une source gouvernementale soudanaise. États-Unis, on en parle encore. 52 membres du Parti démocrate à la Chambre des représentants veulent plus de transparence et un meilleur contrôle parlementaire sur un futur accord sur les minéraux entre Washington et Kinshasa. Les élus insistent sur le respect des droits humains, la protection de l'environnement et la transparence. Dans une lettre adressée au président américain Donald Trump, il lui demande d'éviter notamment les conflits d'intérêts et l'opacité dans ce projet jugé stratégique pour Washington. Washington également impliqué dans la recherche de la paix à Gaza. Dans la même dynamique, une délégation du Hamas est en visite en Égypte. Elle est conduite par le vice-président du bureau politique du mouvement et représentant de Gaza au Parlement palestinien. Elle a rencontré le ministre égyptien des Affaires étrangères. Au milieu des échanges, les efforts en cours pour parvenir à un accord pour l'établissement d'un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza. AES Actualité. Quand une action est jugée salutaire, l'adhésion devient massive. La preuve, c'est au Burkina Faso où l'initiative présidentielle Faso Mebo mobilise les forces vives du pays. Bien qu'ils aient un souci de santé, les blessés de l'insurrection populaire de 2014 offrent 1 tonne de ciment pour la construction de l'édifice national. On en sait plus avec Lazare Sanou de la radio du Burkina. Après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, l'heure est à l'assainissement et à la reconstruction du Faso. Et l'initiative présidentielle Faso Mebo est une affaire de tous et chacun, quel que soit son statut, doit contribuer. C'est ce qui justifie l'acte de l'association des blessés de l'insurrection populaire dont Dramane Ouedraogo est le président. Pour ce qui est de ceux qui sont dans la lutte comme nous, parce que nous avons commencé la lutte depuis le 30 octobre 2014, où beaucoup sont blessés, d'autres sont morts. Et nous sommes les survivants de cette activité et nous sommes venus honorer, à l'image de notre président qui donne l'exemple, nous sommes venus accompagner en sorte que nous aussi nous mettons notre part dans la construction du Burkina Faso. Et nous invitons tous ceux qui non seulement n'ont pas pu le faire, de venir et de faire en sorte que notre pays soit le pays que nos autorités souhaitent. Dramane Ouedraogo confirme que l'initiative présidentielle Faso Mebo est très louable. Formidable. Formidable parce que nous, on ne s'y attendait plus. Nous avons chassé les bandits qui sont partis, mais nous ne nous attendons pas à ce qu'il y ait une réaction comme ça de la part de nos autorités, dont le président du Faso et son équipe gouvernementale. Et nous sommes fiers
de nous associer à eux pour faire passer le message. L'association des blessés de l'insurrection populaire n'est pas à son premier don et compte multiplier les actions dans un futur proche, foi du président Dramane Ouedraogo. Elles ne font pas de dons, mais donnent un coup de lifting au centre hospitalier régional de Maradi. Nous sommes au Niger. Les épouses des forces de défense et de sécurité ainsi que les femmes militaires organisent une opération d'assainissement de l'établissement sanitaire avec comme slogan des soins appropriés dans un environnement assaini. Et Maria Maketa de la Voix du Sahel nous raconte. Organisée en vue d'accompagner les autorités vers cette marche de la refondation, les épouses des forces de défense et de sécurité et les éléments féminins, forces de défense et de sécurité, se sont convergés vers le centre hospitalier régional de Maradi pour une séance de salubrité. Le choix du centre hospitalier régional a fort réjoui le responsable du dit centre qui a tenu à remercier ces braves dames. L'hygiène, la salubrité sont les caractéristiques des formations sanitaires. Occasion pour le gouverneur de demander aux accompagnants leur contribution pour l'effectivité et l'efficacité de l'hygiène et de la salubrité dans ces lieux, car un lieu salubre contribue à l'efficacité des soins, ce qui justifie le choix de ces femmes à qui d'ailleurs il a transmis tout son encouragement. Notons la présence de l'épouse du gouverneur aux côtés de ces femmes patentes, source de quiétude et qui assurent le moral de leurs époux partout où ils se trouvent dans l'accomplissement de leur mission. Quand des parents se mêlent à des disputes des enfants pour créer des tensions au niveau du voisinage, le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend aujourd'hui une certaine proportion, rendant ainsi la cohabitation difficile. Chaque parent a tendance à croire à la version de son enfant. Or, les récits des enfants sont souvent exagérés ou incomplets, de quoi conduire à des malentendus entre adultes. C'est pourquoi on doit faire preuve de retenue. Quand l'enfant nous met dos à dos, c'est l'intitulé du grand format de cette édition, signé Fatoumata Tangara. Entre cris, pleurs et accusations, des disputes entre enfants peuvent se transformer en un véritable champ de bataille. C'est ce qui s'est produit lorsque Djeneba Samaki, une fillette de 8 ans, au teint noir et vêtue d'une robe jaune, a été frappée par l'enfant d'un voisin à cause d'un simple jouet. On s'est disputé à cause d'une poupée. Elle est venue trouver que je jouais avec. Elle me l'a arrachée par force et m'a ensuite frappée, ce qui a créé une sérieuse mésentente entre nos parents. La maman de Seydou Koulibaly s'est aussi mêlée un jour d'une bagarre entre son fils et son ami Oumar, qui n'est plus dans le secteur. Il m'a frappé à cause de mon ballon de foot et cela a créé de fortes tensions entre nos parents. C'est lui qui a commencé. Âgée d'une trentaine d'années, la maman de Seydou nous explique les raisons qui l'ont poussée à se mêler de la dispute. Koulibaly Aminata Bari, mère de famille. Oui, je me suis déjà mêlée une fois d'une dispute entre enfants à cause d'un ballon de foot. Je suis allée chez eux pour intervenir, ce qui a provoqué des tensions et même des insultes. Après cette altercation, nous avons fini par nous reparler avec un peu de gêne, car les enfants, eux, s'étaient déjà réconciliés. Avec le recul, tout cela n'avait pas vraiment d'importance, que de regrets. Bintou Traoré, mère de famille. Son enfant a blessé les miens sans aucune cause. Cela s'est mal terminé. C'est pourquoi je ne lui adresse plus la parole. Je n'ai pas regretté de prendre cette décision car son enfant avait tort. En revanche, cette femme qui a voulu garder l'anonymat ne s'y mixe jamais dans ce genre de conflit. Je ne me suis jamais impliquée dans les disputes entre enfants. Lorsqu'ils se bagarrent, il suffit simplement de les séparer. Ce n'est pas si important car au final, ils finissent toujours par se réconcilier. En tant qu'adultes, si l'on s'en mêle, on risque de se ridiculiser et de créer des tensions inutiles avec le voisinage. Ces réactions, bien que compréhensibles, soulèvent des enjeux profonds sur la responsabilité parentale et la gestion des conflits. Moustapha Kirankoya, sociologue. Il faut retenir que ce qui fait cela, c'est que la plupart des parents ont naturellement tendance à défendre leurs enfants, parfois sans prendre le recul, le temps d'analyser objectivement la situation.
Donc, lorsqu'un enfant se plaint d'avoir été maltraité ou injustement accusé, ses parents peuvent réagir avec émotion, percevant l'incident comme une attaque contre leur famille. Également, chaque parent a tendance à croire à la version de son enfant en cas d'incident ou encore en cas de dispute. Surtout en l'absence de témoins neutres. Nous savons que les récits des enfants sont souvent exagérés ou incomplets et cela peut conduire à des malentendus entre adultes. Un simple désaccord sur un jouet ou une parole mal interprétée peut ainsi dégénérer en querelle entre voisins. Face à cette situation, la médiation familiale peut paraître comme une solution efficace. Le comportement que les parents doivent adopter, c'est surtout de faire preuve de retenue, de promouvoir le dialogue et la communication, et qu'à chaque fois qu'un différend survient, qu'on évalue d'abord objectivement la situation, qu'on écoute les différentes parties et essayer de régler ça à l'amiable sans pourtant laisser prévaloir les émotions. Éviter toute sorte de communication visant à rabaisser l'autre, à traiter l'autre comme laxiste et de comprendre que quand les enfants sont ensemble, les disputes sont inéluctables. Les disputes entre enfants sont souvent éphémères, mais les réactions des adultes peuvent facilement envenimer la situation. La solution n'est-elle pas de savoir garder son calme, privilégier le dialogue et surtout se pardonner? Oui, c'est pardonner car la vengeance est l'effort des faibles, dit-on. Merci Fatoumata Tangara. La suite de cette édition dans un instant. C'est parti début hier pour l'Afro-Basket senior masculin en Angola. Les Maliens débutent la compétition avec une défaite. Ils ont été battus hier par les Égyptiens 74-59. Sur le vieux continent, la Super Coupe d'Europe se joue ce soir en Italie et oppose les Paris Saint-Germain à Tottenham. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Harry Djoumatina. Afro-Basket masculin, la 31e édition, a démarré hier mardi 12 août et ce jusqu'au 24 août en Angola. Cette nation participe à ces rendez-vous angolais dont le Mali qui a fait sa première sortie hier dans le groupe D contre l'Égypte. L'équipe malienne dirigée par le coach El Hadji Diko s'incline devant l'Égypte 74-59. Dans cette rencontre, les Aigles basketteurs, qui sont parvenus à un moment d'égaliser et même prendre le devant, ont péché à travers certains aspects qu'il va falloir rapidement corriger, entre autres des pertes de balles, manque d'adresse dans les tirs à 3 points et problèmes de rotation, notamment la profondeur du banc. Deuxième sortie des Aigles basketteurs demain jeudi contre l'Ouganda à 14h30. Puis le 16, ils affrontent le Sénégal pour le dernier match de groupe. Dans ce groupe D, l'autre match a vu la victoire du Sénégal 88-53 face à l'Ouganda. Toujours hier mardi, dans le groupe C, la Guinée a créé la surprise en battant le Soudan du Sud 88-80. Ce mercredi, plusieurs rencontres sont prévues. À suivre dans le groupe A, Côte d'Ivoire-Rwanda et RD Congo-Cap-Vert. Dans le groupe B, il y aura aujourd'hui Madagascar-Nigeria et la Tunisie championne en titre jouera contre le Cameroun. Football sur le continent, championnat d'Afrique des Nations CHAN au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Hier mardi, il y avait la 10e journée dans le groupe D. Le Sénégal victorieux en première journée a fait match nul 1 but partout contre les Diables Rouges locaux du Congo. Et défaite surprenante 4-0 du Nigeria face au Soudan. Déjà, le Nigeria, sous la direction du coach Eric Sekouchel, avait été battu 1-0 par le Sénégal lors de sa première sortie. Cette deuxième défaite d'affilée est donc synonyme d'élimination pour le Nigeria, 0 points, alors que le Sénégal et le Soudan comptent chacun 4 unités et le Congo 2 points. À suivre ce mercredi dans le groupe B, Madagascar, Centrafrique et Mauritanie, Burkina Faso. La Tanzanie leader avec 9 points et qui fait partie de ce groupe B composé de 5 équipes est exemptée de cette journée. Super Coupe d'Europe opposant le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de l'Europa League, le Paris Saint-Germain sera face au club anglais de Tottenham ce mercredi. Cette rencontre qui annonce les couleurs des compétitions européennes pour la nouvelle saison se jouera ce soir à Udinese en Italie. Coup d'envoi 19h. Si le Paris Saint-Germain a décidé de se passer pour cette affiche de son gardien de but italien Donnarumma et privé aussi de son talentueux milieu de terrain portugais João Neves, suspendu, le club anglais Tottenham, vainqueur de l'Europa League, enregistre de son côté des absences. Si le milieu de terrain anglais James Maddison est blessé, par contre le nouvel entraîneur des Spurs, Thomas Frank,
a écarté le Malien Yves Bissouma qui ne jouera pas ce soir. Il a été en retard à plusieurs reprises et cette fois, c'était de trop. Il faut des exigences et des conséquences, a conclu le coach danois. Terminons par un mot de transfert. Ça bouge pour certains footballeurs maliens. Le jeune international malien Amadi Camara débarque à Nantes, club de Ligue 1 française. Avec 2 sélections chez les Aigles, Amadi Camara, fin dribbleur et très à l'aise balle au pied, est prêté avec option d'achat à Nantes par Sumgras d'Autriche. L'international latéral droit Falaï Sako a quitté Montpellier en France et s'est engagé pour 2 ans avec Nefte Pievka, un club azerbaïdjanais évoluant en première division. Boubacar Kiki Kouyaté, lui également, quitte le club français de Montpellier. Le défenseur malien s'est engagé hier avec Royal Antibes de la Belgique pour 1 année plus 1 en option. Chronique de l'environnement. Autrefois sève nourricière, le fleuve Niger est-il en passe de devenir une source de pollution? La question taraude les esprits au regard de l'état de dégradation de ce fleuve. À l'origine, le déboisement des berges et les extractions minières notamment. La chronique de l'environnement de ce mercredi lance un cri d'alerte pour sauver cet autre part de notre patrimoine. Les explications de Agibou Koulibaly. À Bamako, le constat est inquiétant. Le fleuve Niger subit une pollution croissante qui altère la qualité de son eau et menace sa biodiversité. Les principales sources de dégradation sont multiples. Dr Sidiba, professeur de génie environnemental, maître de conférence et chef de département génie biomédical, chimique et environnement. Au vu de l'aspect visuel seulement du fleuve actuellement à Bamako, il n'y a pas de doute que la principale cause aujourd'hui de dégradation de la qualité des eaux du fleuve à Bamako, c'est les activités anarchiques minières qui se déroulent en amont dans le haut bassin de la Guinée au Mali, et principalement ce qu'on appelle le dragage pour l'or. Alors certains parlent d'orpaillage, moi je n'utilise pas ce terme parce que l'orpaillage ça se fait de façon traditionnelle avec des outils rudimentaires. Mais là ce sont des engins mécaniques qui sont utilisés sur les cours d'eau ou bien dans le bassin du cours d'eau, c'est-à-dire là où les écoulements passent avant d'atteindre le lit du fleuve même. C'est là où vous voyez il y a des grands engins de terrassement qui sont utilisés pour défricher. Donc ils décapent le couvert végétal du sol et ensuite ils enlèvent toute la couche superficielle du sol pour aller dans la roche aller chercher des pépites d'or. Bon, en plus de ça, évidemment, dans les grandes villes qui traversent le fleuve comme à Bamako, on voit que toutes les eaux usées ou assimilées sont drainées directement dans le fleuve à travers les collecteurs qui sont supposés juste drainer les eaux de pluie. Mais par la force des choses, ces collecteurs sont devenus des dépotoirs d'ordures. Selon Dr Sidiba, les impacts dépassent largement le cadre écologique. Il y a environ 1 mois déjà, en tout cas pas plus d'1 mois, la SOMAGEP avait fait un communiqué annonçant une dégradation de la qualité du fleuve qui leur posait problème déjà au niveau du traitement. Alors donc ça veut dire que la dégradation de la qualité des eaux du fleuve Niger a un enjeu de santé publique. Parce que si une société comme la SOMAGEP qui est chargée de distribuer l'eau aux usagers émet des communiqués d'alerte sur la pollution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une inquiétude par rapport à la qualité de l'eau que la SOMAGEP produit. Donc si l'eau n'est pas potabilisée suffisamment ou bien il y a des soucis pour potabiliser cette eau, ça veut dire que nous sommes tous à risque d'avoir des maladies diarrhéiques liées à la consommation d'une eau impropre. Pourtant, cette dégradation reste selon lui une menace silencieuse. Allez discuter avec les pêcheurs à Bamako, par exemple, ou aux environs, ils vont vous dire que la plupart du temps, quand ils jettent leurs filets, quand c'est lourd, ils sont contents, ils pensent que c'est des poissons qui est attrapé, mais en réalité, c'est des sachets plastiques ou d'autres objets lourds qui sont déposés au fond du fleuve qui font ressortir. C'est leur source de revenus qui est en train de disparaître petit à petit. Mais maintenant, un citoyen lambda qui est loin de tout ça, lui, peut-être il passe, il voit que le fleuve, l'eau est encore là, il n'y a pas de problème. Mais les spécialistes qui travaillent avec l'eau, quand vous partez rencontrer les techniciens au niveau des laboratoires ou bien au niveau des stations de traitement d'eau, et ils vont vous dire que la situation elle est devenue très inquiétante parce que là, l'eau elle est devenue de plus en plus, pour parler terre à terre, sale. Et pour la potabiliser, ça demande beaucoup plus de produits chimiques à mettre pour le traitement. Et donc ça a un surcoût. Et si ça a un surcoût, ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que les factures d'eau potable augmentent dans la logique des choses. C'est quand on arrive à ces solutions, à ces stades où la dégradation a déjà des conséquences majeures, que la population lambda
peut se rendre compte que oui, effectivement, là, il y a un problème. Des mécanismes de surveillance existent, mais leur efficacité reste limitée. Le Mali dispose de textes de loi pour protéger le fleuve, mais leur application demeure insuffisante. Dr Sidiba appelle également les universités et centres de recherche à s'impliquer davantage par des études, des innovations et des projets de restauration. Le fleuve Niger est le témoin de notre histoire et le garant de notre avenir. Mais s'il meurt, c'est tout un peuple qui s'assèche. Que chaque citoyen devienne le gardien de cette eau, exhorte le professeur. Protéger le fleuve, c'est préserver la vie. C'était la chronique de l'environnement et c'était la signature d'Agibou Koulibaly, chronique qui met un terme à cette édition, la première de Mali Actualité, qui vous a été servie par un trio à la mise en onde de Soumela Diarra, à la mise en ligne Mohamed Koulibaly et au micro Broma Traoré. Ne décrochez pas juste après la météo. Fouseni Diarra s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 13h pour la deuxième édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à vous, où que vous soyez.